La culture dans tous ses états, André Berkoff. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament. Oui, Alain Bachung, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, mais combien de petites entreprises ne connaissent pas la crise aujourd'hui, hein, avec la hausse de l'électricité et autres produits gaziers intéressants. C'est pas toujours facile, mais il y a des endroits où effectivement ça marche très fort. Et où ça marche très fort et on en parle très très peu, ce sont les entreprises innovantes. Ce sont les gens qui créent. Et qui créent quelquefois à partir de traditions séculaires. Hein. Ça n'a rien à faire, ce n'est pas du passé, faisons table rase, c'est autre chose. C'est de prendre quelque chose, se hisser, centimètre par centimètre sur les épaules des artisans qui nous ont précédés, il y a peut-être des millénaires et autres, et puis engranger, créer, innover. C'est ce pas de côté que font des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Français et qui font la France de demain. Eh bien, c'est cela que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons en prendre quelques-uns et ils vont vous raconter ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est passionnant. La culture dans tous ses états, André Berkoff. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. J'ai connu un brave paysan. Sheila, impossible n'est pas français. Hein. On n'entend pas beaucoup cette phrase hein, en ce moment. Oh non, la France, allez, c'est 1%. C'est 1% de la population mondiale. C'est rien, c'est un petit carré. Hein, timide. Eh ben non. Eh ben il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Qui pensent aller loin, qui explorent et qui étendent le champ des possibles. Et oui, ça existe. Pas seulement en sport, pas seulement dans l'alpinisme de haute montagne, mais partout et dans les entreprises. Comment ? Eh bien, on en parle. Laurent Benveniste, bonjour. Bonjour, André Berkoff. Laurent Benveniste, je vous ai connu à France Initiative. Vous avez développé beaucoup de choses, mais là, vous développez une démarche qui est très intéressante, qui est à la fois basée sur l'innovation et sur le local. Vous savez, c'est René Dubos, le philosophe, qui disait « penser globalement, agir localement ». Et c'est jamais aussi vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde basculé du 21e siècle. Alors, c'est quoi, effectivement, ces innovations en partant de la base, du village, de la ville, de l'environnement ? Alors, c'est une vision, une initiative prise à deux. Donc, Rudy Arnould et moi. Rudy Arnould, qui est un économiste basé à Bruxelles, qui lui a développé un certain nombre de choses pour aider les entreprises, pour investir dans les jeunes entreprises. Et tous les deux, on avait conscience depuis une dizaine d'années qu'il y avait une évolution dans la manière de se créer les entreprises nouvelles, en Europe de manière générale. Et que cette évolution se traduisait par le fait que quelques projets, qui souvent sont issus d'une phase assez longue de recherche, ou en tout cas au terme de laquelle il y a un savoir-faire qui se crée, pouvaient avoir un impact très important sur le devenir de l'économie. Et notre démarche, après avoir tâtonné, après avoir subi quelques échecs dans la manière dont on s'est organisé, nous a amené donc à bâtir ce dispositif, ce réseau qui s'appelle SID. On a démarré SID, S-I-D, donc c'est SID. Ça a été trouvé par Rudy, donc c'est Sustainable Innovation Durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des projets à fort impact et à fort potentiel de développement auxquels on s'adresse. Donc, projet SID. Alors, ce projet, quelles sont ses caractéristiques ? Si vous aviez à donner les 3 lignes de force, ou les 2, ou les 1, c'est quoi les lignes de force de ce projet ? C'est le fait que ce sont des petites équipes qui sont, comme vous l'avez dit, donc ancrées localement, qui traversent le désert sur une période relativement longue, mais c'est partout vrai dans le monde, c'est vrai partout dans le monde, particulièrement en France, c'est-à-dire que ces projets sont peu reconnus au départ, et pour arriver à émerger, pour que ce savoir-faire arrive à se constituer, ils ont besoin de ressources. Donc nous, on s'est organisé, c'est un engagement de quelques personnes, pour faire de sorte qu'on mobilise relativement tôt des ressources pour les aider à émerger. D'accord. Donc effectivement, qui dit ressources, dit argent, dit fonds, etc. C'est bien ça. Dit d'abord le nerf de la guerre. Dit d'abord à être reconnu, à être encouragé, à être aidé, notamment dans la manière dont ils vont bâtir leur réseau, et dit à un moment donné effectivement argent. Et c'est grâce effectivement à quelques personnes donc on a pu réussir effectivement à faire émerger ce réseau, qui ont réfléchi d'abord en termes d'utilité
et qui se rendent compte à l'arrivée que lorsqu'on investit dans des projets qui sont utiles, qui sont issus d'un savoir-faire et qui sont bien exécutés, ça peut être y compris rentable. Oui, l'utile peut être rentable, et d'ailleurs, c'est toujours mieux quand c'est rentable, effectivement. Ça fait combien de temps, donc, que vous avez commencé cette démarche ? C'est depuis 2010 qu'on commence et c'est depuis 2014-2015 qu'on a identifié 2 projets extrêmement consistants. Donc OneCube, qui a largement travaillé pour bâtir les normes européennes en matière de transfert de données fondées sur le consentement des personnes, ce qui est un enjeu fabuleux. C'est une position. On a fait beaucoup de choses sans le consentement des personnes. Oui. Donc c'est une bonne chose que de faire des choses avec le consentement. Avec le consentement, des et ce qui permet de bâtir des écosystèmes de partage de données aujourd'hui, qui sont bâtis par notamment les acteurs de ce premier projet. On peut dire que c'est un projet qu'on a largement accompagné sur une phase relativement longue. Le deuxième est une entreprise qui produit de l'énergie en mer, donc qui est aussi un enjeu fabuleux et qui aujourd'hui est une belle entreprise. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, agrège d'autres entreprises pour créer à l'arrivée un bel écosystème. Oui, il faut rappeler que la France est le 2e empire maritime du monde. Hein. Voilà. De ce point de vue-là, on a tendance à l'oublier. Juste un mot, combien de projets vous avez suivis depuis, au total, depuis 2015, une trentaine. Depuis la création de SEED, formellement une vingtaine. 18 sont aujourd'hui sur ces 20 en plein développement. Donc, il y a eu 2 qui ont mal vécu la crise sanitaire, mais qui ont pu bâtir une technologie qui reste vivace. Voilà, à l'arrivée, ce sont, comme je disais, je parlais effectivement de l'entreprise GEPS qui développe donc toute forme d'énergie, plusieurs, voilà, en mer. S'agrègent des projets derrière, par exemple un qui est aujourd'hui leader mondial en termes de technologie, par exemple, pour l'exploration sous-marine, par exemple. D'accord, Sujet. Un autre qui développe un concept d'hôtellerie, mais totalement flottante, donc totalement autonome en énergie. Bref, ce sont non seulement des projets qui se développent, et je dirais de manière... Et qui voient des synergies, qui peuvent marcher en réseau, effectivement, et c'est très intéressant. Absolument. Alors justement, on s'est vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps chez Jean-Michel Mousset. Alors Jean-Michel Mousset, vous avez effectivement, bonjour. Bonjour André. Vous êtes là aussi, et Jean-Michel Mousset, vous êtes d'abord, allez, disons-le, vendéen. On peut le dire. Grand Vendéen. Et puis vous nous avez dit quelque chose qui est un scoop. La Vendée connaît le plein emploi. On en parle très très peu de ça. Hein, je veux dire. Le plein emploi, vraiment 3% de chômage, c'est quand même pas mal. Autre chose, c'est que Jean-Michel Mousset, lui, si vous en avez marre de la Tour Eiffel, de ces rails, il y a trop de monde, vous allez en Vendée, vous avez une petite Tour Eiffel, beaucoup plus petite, mais quand même visitable. Mais surtout, Jean-Michel Mousset, vous avez fait un Ludilab. C'est quoi votre Ludilab? Oui, d'ailleurs, c'est dans ce lieu, Ludilab, laboratoire ludique. Ah oui, d'accord. Pensez à la fête quand même, c'est pas mal. C'est un laboratoire, c'est un lieu où on apprend à l'insu de son plein gré, en s'amusant. Voilà. D'accord, alors on apprend quoi? On apprend plein de choses, on apprend plein de nouvelles technologies. Alors par exemple la réalité virtuelle, on a la plus grande salle de réalité virtuelle de France, au Ludilab, en pleine campagne, au cœur du bocage de la Grande Vendée. Au cœur du bocage vendéen. Et c'est au Ludilab que moi j'ai le grand plaisir d'accueillir la journée qu'on a baptisée Pachacamac. Pour référence indienne, c'est ça, référence au dieu Inca, qui transforme l'énergie céleste en énergie, l'énergie spirituelle en énergie bien matérielle. Mais Jean-Michel Mousset, votre ambition, c'est d'accueillir aussi, d'être une structure d'accueil. Oui, alors c'est ce que nous faisons là, avec le réseau SEED. La journée annuelle du réseau SEED donc, se déroule au Ludilab et sous l'égide du dieu Pachacamac qui... C'est bien, Je crois qu'on était dans un pays laïque, mais, mais voilà. Vous voyez, André, ce dieu-là permet de transformer l'énergie spirituelle en énergie matérielle. C'est la rencontre des investisseurs avec les start-upers et les innovateurs. Oui, vous voulez dire qu'ils peuvent voir l'intérêt d'un projet, voir si on peut investir. Cette journée-là, nous organisons la rencontre de start-upers et d'investisseurs. Alors... Oui, allez-y. Et ça se passe, comme vous l'avez dit, en Grande Vendée. En Grande Vendée, oui. C'est pas à vous que j'apprendrai que le territoire, la carte n'est pas le territoire, n'est-ce pas? Et nous avons justement ce territoire qui est à cheval sur 4 départements, hein, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres, qui est très particulier parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes au plein emploi.
Bon, ce qui nous pose quelques soucis en tant qu'entrepreneur, hein, au passage, de recrutement. On a... Écoutez, mais enfin, on va pas se plaindre. C'est plutôt une bonne chose, oui. On va pas se plaindre, mais on a tout intérêt à réfléchir à ce qui va se passer dans les années futures. D'où l'idée de parler de la Silicon Vendée. Parce que si nous avons le plein emploi aujourd'hui, c'est grâce aux emplois industriels. Nous sommes à plus de 30% d'emplois industriels, alors qu'en France, on est à 12% en moyenne. On a vu ce qui s'est passé quand la France ne se vouait qu'au tertiaire. Exactement. Et a joyeusement liquidé toute une partie de son secondaire. Exactement. C'est intéressant. Mais avec des politiques qui pensent à tout. Donc notre ambition avec cette Silicon Vendée, c'est d'inventer les métiers du futur. C'est de disrupter les métiers d'aujourd'hui pour que dans 10 ans, on soit encore un territoire où il fasse bon vivre et bon travailler. Alors justement, et c'est bien, écoutez, la Vendée, ça a l'air bien parti. Au-delà de la Vendée, Laurent Benveniste, est-ce que c'est difficile quand même, très franchement, d'attirer les investisseurs aujourd'hui dans des entreprises innovantes et dans des entreprises où on sait très bien que le nouveau fait peur. Qui dit nouveau dit oulala, oui mais où on va, on l'a vu, on la voit même en Amérique, hein. Patrie des entrepreneurs. Google, ils ont mis 5 ans à commencer à pouvoir faire quelque chose, et je ne vous parle pas d'Elon Musk et de SpaceX et compagnie. Est-ce que c'est difficile en France ? Très honnêtement, c'est difficile. On a un dispositif public qui fonctionne en France, mais qui doit s'appuyer sur du financement privé. Et le financement privé est difficile à réunir. Et ce qu'on a réussi... Oui. Pour différentes raisons, pour des raisons culturelles, pour des raisons liées au fait qu'on pense que c'est à l'État de gérer ce type de situation au départ, pour une raison de caractéristique générale je dirais de l'élite économique française. Mais on a réussi à faire de sorte que quelques personnes, comme Jean-Michel Mousset, je dirais en premier lieu Jean-Michel Mousset, qui ont bien réussi, qui ont un savoir-faire, ce qui est aussi important, hein, le savoir-faire, l'expérience que le financement, s'intéressent à leur territoire, d'où le fait qu'ils vont privilégier effectivement les entreprises qui sont ancrées sur leur territoire. Là, il y a un sentiment d'appartenance au territoire, donc à l'échelle des régions. Donc on a comme ça pu réunir effectivement un réseau de personnes grâce auxquelles on a pu faire émerger ces projets. Je parle de GEPS, par exemple. GEPS, entreprise d'énergie marine renouvelable, a été considérée comme a priori pas rentable parce que ça ne fonctionnait pas. GEPS, en l'occurrence, est la première entreprise qui marche pour des raisons liées à la manière dont elle s'est organisée. C'est de l'innovation, donc par définition, c'est nouveau. Voilà. Eh bien, c'est grâce à une personne qui se reconnaîtra, qui gère plusieurs restaurants, une chaîne de restaurants qui a mis 300 000 € dans le but, grâce au système d'abondement et système public, on a pu mobiliser 3 millions, quand les Américains mobilisaient 15 millions sur la même technologie, et eux sont devant, parce qu'ils ont pu effectivement se donner les moyens de bâtir une technologie qui est efficace, et sachant qu'on a de bons entrepreneurs. Oui. Bien sûr. Et donc on a, dans les régions, on peut bâtir, on l'a fait, nous, on a commencé dans l'Ouest, notre idée c'est de proposer à ceux qui veulent le faire dans d'autres régions de le faire aussi. Mais comme vous l'avez dit, c'est après, au niveau très local, que les choses se passent, pour faire de sorte que le terreau soit favorable à la création d'entreprises. Très local. C'est là, dans les bassins de vie, tout ça est de plus en plus fondé sur les relations. C'est sur la place du village qu'on peut créer des relations avec des personnes différentes. C'est comme ça que se crée l'innovation. Et c'est surtout là qu'on peut créer un climat qui permet de faire de sorte que ces territoires locaux soient attractifs, et de permettre de faire de sorte qu'à partir du moment où ils le sont, des projets comme ceux qui vont être présentés auront envie d'y aller. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Vous allez voir des projets qui ont été lancés, 4 projets. Après, on vous en parlera de beaucoup d'autres. Mais là, dans cette émission, 4 projets. Vous allez voir 4 projets tout à fait passionnants. À tout de suite. La culture dans tous ses états. André Berkoff. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Eh oui, l'eau vive, Guy Béard, Marcel Pagnol, merveilleux film. On s'en rappelle tous, c'est l'eau. Effectivement, on va l'eau, comment vivrait-on sans l'eau, hein? Ça n'existe pas, bien sûr. Eh bien, on va vous présenter 2 entrepreneurs qui sont partis effectivement du traitement de l'eau pour arriver à des choses extrêmement différentes. Mais c'est ça qui est passionnant. Vous savez, pourquoi on fait cette émission ? Parce qu'on parle effectivement de l'horreur, des crimes, de l'atrocité, de l'insécurité, du chômage, etc. Et puis en même temps, c'est ça qui est formidable. Vous savez, on vit dans un
un environnement indissociable de boue et d'étoiles, eh bien, quand même, tâchons de regarder les étoiles et tâchons d'aller jusqu'aux étoiles. Et c'est ce que fait Jean-Luc Dorel. Alors, Jean-Luc Dorel, alors, c'est vrai qu'on aurait pu choisir la chanson de Rita Mitsuko, Singing in the Shower Tonight, mais alors vous avez voulu transformer la conception même qu'on se fait de la douche, parce que vous dites la douche peut doubler l'énergie, la chaleur, etc. Expliquez-nous. Exactement. En fait, le constat, l'idée est partie d'un double constat et d'une ineptie, en quelque sorte. Le premier constat, c'est que l'eau est de plus en plus rare et que chauffer de l'eau coûte de plus en plus cher. Et l'ineptie, je l'ai vécue. J'ai changé mon ballon d'eau chaude à la maison, 200 litres, et le plombier, en partant, me dit à quelle température dois-je vous mettre votre ballon d'eau chaude, et il me le met à 60 degrés pour des raisons de légionellose. Et là, je prends conscience que j'ai chauffé 200 litres d'eau à 60 degrés pour prendre une douche quelques minutes le matin, éventuellement quelques minutes le soir. Mais le pire, c'est que comme l'eau est trop chaude, il faut que je la refroidisse. Ouais. Donc j'ai surchauffé de l'eau que je dois refroidir lorsque je prends ma douche. Et quand on chauffe 100 litres d'eau, eh bien on a 56 litres d'eau chaude et 44 litres d'eau froide. Eau froide qu'on utilise inutilement. Et donc c'est comme ça qu'est né Quantia, finalement. Typiquement, lorsque vous prenez votre douche, l'eau est à 38 degrés, elle vous le coule sur le corps et elle part dans les égouts à 35 degrés. Ben, nous récupérons cette eau chaude sale, nous la faisons passer dans un échangeur thermique grâce à une pompe. C'est-à-dire que vous collez au tuyau, oui, sous la bombe de fond, la bombe de fond de la douche, on a un tuyau et on aspire cette eau chaude sale. On la fait passer dans un échangeur thermique dans lequel arrive l'eau froide propre. L'échange thermique se fait entre l'eau chaude et l'eau chaude sale et l'eau froide propre. Grâce à notre invention, etc., on récupère 88% de ses calories, ce qui fait que notre eau froide est préchauffée à hauteur de 33 degrés. Et après, on rajoute une petite résistance électrique qui permet juste de faire le différentiel entre 33 et 38 degrés. Donc on ne chauffe, nous, que 5 degrés, au lieu de chauffer 60 degrés, de monter à 60 degrés. Oui. Donc des économies d'eau, vous l'aurez compris, grâce aux 44 litres que l'on évite de perdre à chaque fois. De véritables économies d'eau. De véritables... une personne, enfin un camping, c'est le cas qu'on a actuellement, qui a 50 douches, économise une piscine et demie olympique par an. C'est quand même pas mal. Elle économise en termes de CO2 4000 voyages Paris-Rome en train. Elle économise une Twingo électrique qui ferait 1400 fois le tour du monde. Et on peut se chauffer à part les campings, appartement par appartement, sans problème. Dans n'importe quel appartement, maison, il y a maison, appartement, hôtel, salon de coiffure. Salon de coiffure, c'est une douche de la tête finalement. Donc les salons de coiffure consomment énormément d'eau, et donc les salons de coiffure sont aussi sensibilisés à ces économies. C'est valable en France, mais c'est valable aussi en Europe, aux États-Unis. C'est valable partout. Et vous avez commencé, enfin le marché, les clients. Oui, alors. Pour rester dans le cercle vertueux, on fabrique nos machines dans une usine à Saint-Étienne, qui est une usine adaptée, c'est-à-dire que 80% des salariés sont porteurs de handicap, et on reste dans la vertu, économie, écologie bien évidemment, mais aussi la vertu sociale de l'entreprise Quantia. Donc pour le moment, vous êtes content, l'entreprise ne connaît pas la crise. L'entreprise ne connaît pas la crise parce qu'on a la chance de surfer sur un tsunami quasiment aujourd'hui, puisque l'énergie c'est un sujet important. On veut tous faire des économies, et donc les chefs d'entreprise, les dirigeants, les industriels, les bailleurs sociaux, les constructeurs sont tous à la recherche d'économies, et Quantia offre une économie possible à ces gens-là. Écoutez, en tout cas, c'est non seulement une jolie démarche, mais une invention importante, intéressante. Et c'est bien que, on l'a fait connaître. Enfin, vous ne nous avez pas attendu. Merci à vous. Mais c'est très bien. Rémi Guillaumard, alors vous, l'eau aussi, mais l'eau dans la cosmétologie. Alors vous allez m'expliquer en quoi les parfums de femmes, chers à Vittorio Gassman, vous ont séduit au point de faire quelque chose de tout à fait nouveau en matière de cosmétologie, de beauté, quoi. Alors, l'eau n'est pas le seul élément qu'on a travaillé. Ça fait 25 ans qu'on fait des recherches sur l'eau. Ceci dit, si on parle de l'eau et de ses recherches, il va falloir mettre un point rapide, c'est-à-dire qu'il faut absolument connaître la chimie de l'eau, la biochimie de l'eau, la physique, la biophysique et même l'astrophysique, pour savoir d'où vient l'eau, en fait. Et on ne le sait pas, ça, déjà ?
En fait, on essaie de regrouper avec un consortium scientifique des gens justement qui sont dans ces compétences et qui m'aident brillamment, je dirais, à travailler sur cet exercice. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'eau, par rapport à ce qu'on apprend à l'école, il y a 7 cycles de l'eau. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y en a 7. Et quand on voit comment ça fonctionne, on manquerait pas d'eau en fait. Il suffit d'avoir des champignons, il suffit d'avoir des arbres, il suffit d'avoir du lierre, et des limaces, et on refait de l'eau. Alors comment vous êtes arrivé à l'industrie, enfin à l'entreprise que vous faites en ce moment? L'entreprise est née en 2001, en fait, d'une rencontre avec un coiffeur. Moi, j'étais dans un laboratoire qui s'appelait à l'époque Roussel-Uclaf, qui était un gros labo. Ah oui, on recevait à peu près, chez Speed Distrifar, à peu près 25 labos par an. Et l'histoire de la cosmétique ne m'a pas vraiment intéressé, dans le sens où l'innocuité pour moi n'était pas là, sur même l'efficacité sur la peau. Il y avait une méconnaissance de la peau à l'époque. Et donc quand on m'a demandé de faire des produits cosmétiques, j'ai dit non, j'ai refusé. C'était pas pour moi, c'était pas ce que je voulais faire. Mais par contre, quand j'ai rencontré un coiffeur qui, lui, avait des problèmes de santé, et c'est quelque chose qui est au plus près de moi depuis très longtemps, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Il y a des problèmes de santé, juste de quel ordre? Alors, il avait, lui, de l'eczéma, il avait des problèmes de peau, en fait, assez importants, sur les mains, sur le cuir chevelu. Et quand j'ai découvert un petit peu, évidemment, la chimie qui était utilisée, je me suis dit, bon, il faut soigner, il faut vraiment faire quelque chose pour ces gens-là, parce qu'il y a pas mal de coiffeuses qui nous téléphonaient, qui voulaient arrêter le métier à cause d'allergies. D'accord. Alors, l'eau, évidemment, faisant partie de ma vie, il n'y avait pas que ça, puisque je m'étais lancé dans une thèse qui s'appelle « Réunification des médecines occidentales et orientales ». Et donc, je m'étais intéressé à la naissance du monde. Alors, je ne vais pas parler de ça, mais Bing Bang et compagnie, mais surtout la naissance sur la Terre. Et il y a quelqu'un qui avait fait un très beau livre que j'avais rencontré, qui s'appelle Hubert Reeves. Et c'est Monsieur Deronay. Hubert Reeves, bien sûr. Ils avaient travaillé tous les deux. Et donc, on serait né dans les lagunes et marécages. Et la substance moelle de la vie, c'est 1 + 1 = 3. Voilà. De 2 choses opposées naît une 3e chose. Et tous les éléments étaient là pour les regarder. Il y en avait 2 que je connaissais bien, je connaissais bien. Quand on travaille l'eau, en fait, on ne connaît pas grand-chose. On s'aperçoit qu'il faut aller rapidement vers l'humidité. Donc l'eau a des vertus curatives énormes. Elle peut en avoir, ça dépend comment on la travaille. Ensuite, il y a l'argile, puisque le soleil était un peu plus près à l'époque. Et donc, si l'argile n'avait pas été là, on ne serait pas là, en fait. Il n'y aurait personne ici. Donc c'était très intéressant. Non mais c'est important de le savoir. L'eau donc était était présente, les plantes étaient présentes, donc les minéraux, on a vu les premières amibes, etc. Donc je me suis dit, pour faire une cosmétique, déjà j'ai appelé ça intelligence de formulation, c'est-à-dire que moins on en fait, mieux c'est. Et mon but, c'était de faire des produits adaptogènes à la peau et à l'homme, enfin avec un grand H. Ouais. Sinon, je vais me faire reprendre. Non, vous inquiétez pas. Et donc, le mot adaptogène est simple. On redonne à la peau vraiment la puissance qu'elle a pour refaire son écosystème elle-même. D'accord. Vous voulez dire, aide-toi, l'écosystème t'aidera. C'est un peu ça, oui. Donc, Et vous y êtes arrivé, vous avez créé. Alors, donc, on a aujourd'hui 3 brevets qui sont déposés. On a des résultats sur l'anti-chute qui sont assez exceptionnels. Parce qu'on est 100%. L'anti-chute des cheveux? Oui. Bon, pour vous, c'est fini, André. Hein. Bon. Pourquoi je ne l'ai pas connu avant? Pourquoi je ne l'ai pas connu avant, Rémi Guillaumarc, hein. Mais cette anti-chute présente un brevet et une formulation très, très exceptionnelle qui fait que les résultats sont scientifiquement prouvés. Et vous êtes déjà dans des salons de coiffure, alors etc., André, quand je dis scientifiquement prouvé, je peux dire qui, quand, où, comment. Parce que souvent, il y a des boîtes qui vous disent c'est scientifiquement prouvé. Et quand vous leur posez des questions, ils sont incapables de dire qui. Donc nous, on sait, on peut dire, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous êtes déjà dans des salons de coiffure ou dans des... On a 500 salons de coiffure en France. D'accord. Et on est leader des soins dans tous les magasins bio. Ouais, c'est très intéressant. Et tout ça, c'est, en fait, ce que vous dites, c'est très intéressant. D'ailleurs, en fait, on recherche, on regarde, on voit ce qu'on voit, et puis on se nourrit. C'est ça qui est très intéressant à tout. On se nourrit au zen, au tao, au dojo. Vous l'avez dit, au dojo des arts martiaux. Alors, non, mais on se nourrit de tout, hein. Oui. Ça, je ne veux pas raconter l'histoire, ce serait trop long. Mais, non, bien sûr. Mais moi, je suis issu de 2 mondes, en fait. Je suis issu d'une rencontre
avec un grand maître d'arts martiaux, effectivement, qui m'a posé énormément de questions. Donc, comme j'ai un cerveau plutôt scientifique, donc j'ai cherché. Voilà. Vous êtes cultivé, au vrai sens du terme. J'essaye. Et moi, j'adore la phrase d'Einstein qui dit « La science sans la foi n'est rien, et la foi sans la science n'est rien non plus ». Oui, c'est très, très... Vous adhérez à ça, Jean-Luc? Complètement. Ouais. C'est vrai que, vous savez, et moi je pense toujours à un grand poète surréaliste, le plus grand, qui s'appelait Lautréamont. Il disait « Beau comme la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table à dissection ». Et c'est magnifique parce que, bien on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. On imagine. Ça veut dire le choc des contraires, le choc des gens. Où, normalement, ça ne doit pas être ensemble selon la logique, et puis voilà, vous le faites. Le 1 + 1 = 3, c'est une graine dans une terre, une fleur. Un courant chaud humide qui rencontre un courant froid sec, pression, dépression, accélération, décélération, œil du cyclone, là où les scientifiques cherchent, les astrophysiciens cherchent depuis 50 ans. Ouais. Et donc, effectivement, je ne cherche pas, je trouve, comme disait Picasso. Ah vaut mieux. Enfin, moi, je peins pas, hein, je peins très mal. Donc... Mais Laurent Benveniste, c'est intéressant de voir à quel point c'est basé sur la culture, quand je dis la culture au sens très large du terme, la recherche et la tradition, parce qu'elle est toujours là, il faut jamais l'oublier. Oui, c'est pas toujours des projets qui sont de très haute technologie, mais en l'occurrence, il y a un travail de recherche important. Il y a pas de problème. Mais il y a un temps pour arriver à constituer un savoir-faire. Et c'est un savoir-faire qui diffuse. Et comme je le disais, qui diffuse en lien avec d'autres entreprises du réseau. Par exemple, il y a une jeune entreprise qui s'appelle Azuvia, portée par des jeunes, moyenne d'âge 25 ans quand ils l'ont créée, qui aujourd'hui font un travail de dépollution des vignes. Et il y a une autre entreprise qui travaille sur les algues. Inutile de dire que toutes ces personnes se relient pour bâtir un très bel écosystème, qui est un écosystème foisonnant. Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est le réseau. Parce que une chose engendre une autre, qui engendre une autre, qui engendre une autre démarche. On est tous boostés en se rencontrant, en fait. Oui, non, mais c'est passionnant et c'est pour ça que nous voulons parler de ça, parce que c'est tellement important d'apporter, non pas du positif en disant Yukaidi, Yukadla, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais tout le monde il travaille et tout le monde il essaye et tout le monde il cherche. Et ça, c'est absolument passionnant. Mais on a un vecteur comme vous qui nous permettait d'exister. Donc ça fait partie du merci aussi André Laurent, Berkoff. ils font un super boulot. Merci à vous. Merci. Au revoir, André. La culture dans tous ses états, André Berkoff. Étonnez-moi, Benoît, marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît. Mais oui, étonnez-moi, Benoît, dit Françoise Hardy. Et nous, on dit aux créateurs, étonnez-nous, dans tous les domaines, étonnez-nous. Et vous avez vu, c'est formidable. Ce qui est formidable, auditeurs résistants de Sud Radio, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, vous savez, ah oui, c'est mon petit hobby, etc. Non. C'est quelque chose qui se fait avec tout. On donne tout et on reçoit, en général. Alors, nous avons avec nous Jean-Michel de Germain, pardon, excusez-moi, l'aquaponie. Et puis, évidemment, Jean-Christophe Michelet. Mais je voudrais demander, alors, l'aquaponie, je me suis demandé si c'était un élevage de poneys qui allait dans l'aquatique. Aquaponie, je me suis dit, ça, non. Qu'est-ce que c'est, l'aquaponie? L'aquaponie, c'est deux techniques, qui est l'aquaculture. C'est la rencontre de deux cultures, l'aquaculture et l'hydroponie. Les deux séparément ne sont pas forcément vertueuses, provoquent un certain nombre de problématiques, notamment environnementales. Mais quand on les conjugue, là, on recrée un écosystème naturel complètement stable, durable et vertueux. Alors, expliquez, expliquez, Pony, je veux dire, comment ça fonctionne? Donc, l'idée, c'est on a des poissons dans des bassins qu'on nourrit. Ces poissons... vous n'avez pas laissé mourir de faim. Voilà. On les nourrit, et ils font des déchets. Ces déchets sont transformés par des bactéries naturelles en nutriments qui vont, via le vecteur qui est l'eau, amener donc ces nutriments aux plantes. Les plantes qui peuvent être des légumes, des fruits ou même des plants forestiers autres. Et les plantes vont puiser ces nutriments et donc vont aussi clarifier, épurer l'eau et rendre aux poissons une eau toute propre, toute fraîche. Vous voulez dire que les plantes dépolluent l'eau des poissons, en prenant leurs déchets. C'est ça. D'accord. Et on est dans un écosystème naturel. D'accord. Et alors, c'est une espèce, c'est presque circulaire, ce que vous disiez. Effectivement, on est dans un cercle vertueux où l'eau reste dans le système, on en perd très peu. Donc on résout en partie justement ce problème de pénurie d'eau qui est quand même sûrement une des grosses problématiques de demain.
Donc il y a des gens qui travaillent sur la désalinisation de l'eau, c'est autre chose. Vous travaillez sur la dépollution de l'eau. Oui. Et en fait, cette eau peut nous servir. Oui, bien sûr. Potable. Elle est potable, en fait, tout simplement. Après, l'idée, c'est pas qu'on utilise l'eau et qu'on la sorte du système. L'eau est seulement un vecteur, comme la nature le fait très bien. Elle est un environnement où on a plusieurs types de biologie qui se développent. Le poisson, les plantes. Oui, cette eau sert aux poissons et aux plantes et elle se régénère elle-même. C'est ça, tout à fait. D'accord. La seule déperdition d'eau qu'on ait, c'est 10% par l'évapotranspiration, c'est tout. D'accord. Et l'application se fait où? Je veux dire, le marché potentiel, il faut parler sur l'économie, c'est quoi? Le marché, c'est grâce à ce système vertueux, on peut produire du poisson, donc très bien. consommable. On peut produire des fruits, des légumes, ou même encore des plantes d'ornement. Donc c'est dans la valorisation de ces produits. Et on n'a pas besoin de plus d'eau. L'eau, voilà, c'est de l'économie aussi. C'est effectivement ça. D'accord. Donc vous avez compris que dans ce système, le seul intrant, c'est la nourriture des poissons. Donc il était hors de question pour nous, vu nos valeurs, d'aller chercher du poisson fourrage, comme on trouve dans beaucoup d'aliments issus de la mer. Donc l'idée, c'est de produire des lombrics qui va servir de nourriture aux poissons. Et donc il a fallu résoudre aussi comment produire des lombrics. Oui. Comment leur amener la bouffe, quoi. C'est ça. Et la bouffe, c'est du lombric. Pour les poissons, oui. Oui, donc vous les condamnez à un régime monomaniaque de lombric. Oui. D'accord. Alors, pas que, parce qu'il y a aussi des herbivores comme les carpes ou alors des carnivores. Et donc on mélange aussi, on donne aussi une partie de nos légumes. Vous l'amenez comment? Alors le lombric, l'idée c'est pour produire des lombrics, il faut des choses à décomposer. On a, nous, êtres humains, on produit des biodéchets. Donc ça tombe bien, on a une obligation à la fin de l'année d'effectivement que tous ces biodéchets soient valorisés. Donc on collecte les biodéchets sur un territoire, on nourrit des lombrics. Ça nous génère des sous-produits, bien sûr. Du lombricompost, c'est du jus de lombric. Mais en même temps, ces lombrics, on en prélève une partie pour nourrir les poissons. Et là, on a la boucle vertueuse sur un territoire donné où on part des déchets, comme le fait la nature, pour la valoriser dans une production nouvelle et pour produire sain et en même temps produire local. Donc c'est effectivement un cercle vertueux, on peut le dire. Un cercle vertueux. Et actuellement, vous en êtes où de votre stade de développement? On a fait un prototype sur 600 mètres carrés, effectivement, et là, on est en train d'installer une ferme pilote de 2500 mètres carrés avec possibilité d'extension sur un territoire donné qui est l'Indre. Et après, vous voulez évidemment multiplier cela, propager cela, etc. C'est ça, l'idée, c'est effectivement de décupler effectivement ce pilote, parce que forcément, il y a beaucoup de territoires aujourd'hui qui seraient susceptibles d'accueillir cette technologie-là. Voilà, car je pense que Sartre disait que le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Aujourd'hui, c'est le lombric. Il faut s'adapter. Alors, Jean-Christophe Michelet, alors vous êtes, c'est intéressant que vous êtes arrivé Michelet Maison Française. Une bonne chose de le dire, hein. C'est pas pour cocorico, parce qu'il faut en parler aussi de ça. On en a un tout petit peu marre, encore une fois, je le disais au début d'émission, réduire la France. Ah, la France, c'est rien. Non, ça va. La France, c'est quelque chose. Et vous, alors c'est très intéressant, vous avez parlé de la confiterie, et vous dites que la confiterie date de quand? Alors la confiture, en fait, le métier de confiturier remonte à 9000 ans, on trouve des traces il y a 9000 ans. On trouve vraiment des traces il y a 9000 ans? Absolument. Et en fait, on a attribué le métier de confiturier à 5000 ans sous l'Égypte antique. Alors, en quoi consistait à l'époque, on sait, parce qu'il n'y a pas de traces écrites, mais quand même, à quoi consistait la confiture, enfin le métier de confiturier? Alors, en fait, on trouve des traces écrites, justement, et même dans la Rome antique, on a des traces écrites. Romantique, oui, mais c'est pas 9000 ans quand même. Non, mais l'Égypte antique, Rome antique, on est sur les mêmes périodes. Donc on a effectivement des traces écrites. Et en fait, si vous voulez, vous avez un homme qui s'est dit en juillet, les fraises, c'est exceptionnel, mais j'ai envie de pouvoir les consommer en janvier ou février. Et donc, ils se sont rendus compte que le problème, justement, d'un fruit pour la consommation, c'est l'activité de l'eau. Et donc, il a fallu trouver le moyen de bloquer cette activité. Et on a commencé à cuire ces fruits dans du miel. Ça a commencé comme ça. Exactement. Pour justement conserver, j'ai envie de voir 6 mois après, en plein hiver, j'ai envie de consommer des... Voilà. Tout à fait. Et ça n'a jamais eu ça s'est fait en continu depuis des milliers d'années. Oui, c'est ça. Après, si on fait une avance rapide dans l'histoire, en fait, au Moyen-Âge, on ne connaît pas encore le sucre de betterave. Donc, on va travailler avec du sucre de canne. Donc, c'est un produit très luxueux. Donc, c'est souvent réservé à la royauté ou à l'aristocratie. Et on travaille, en fait, les confitures avec ce sucre de canne. Et vous avez un célèbre alchimiste qui s'appelle Nostradamus qui écrit en 1555 le traité de Ferdinand des confitures.
Ouais. Donc ils trouvent un moyen de pouvoir raccourcir un peu les temps de cuisson. Et à partir de ce moment-là, où tous ces alchimistes possèdent les arts sucrés à l'époque, donc les sirops, les confiseries et bien d'autres, se disent, mais le traitement qu'on apporte aux fruits, est-ce qu'on peut l'apporter dans d'autres choses? Et c'est là où on voit apparaître les confits de canard, de cochon et d'oie, entre autres. On commence à aromatiser. On quitte la fraise, mais on va dans les viandes partout. Exactement, c'est-à-dire que le principe d'une confiture, c'est cuire et confire son fruit dans son propre sucre. Et ces alchimistes, c'est là où ils réfléchissent. Et quand on parle des viandes, en fait, on va cuire les viandes dans leur propre graisse. C'est le même principe, si vous voulez, sauf qu'on remplace le sucre par la graisse. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne sait. Et donc, ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, mais en fait, on a le métier de confiturier un petit peu plus large. Vous voyez, par exemple, si vous prenez les confiseurs, c'est un dérivé du métier de confiturier, les siropiers, etc. Donc, le métier de confiturier, c'est l'art de confire, en sucré comme en salé. Donc, c'est pas que les confitures. Donc, effectivement, c'est l'art de la cuisson. C'est bien ça. C'est l'art de confire. Oui, c'est l'art de confire, c'est ça. Et alors, vous m'avez dit, là, hors antenne, quand on en parlait avant l'émission, Jean-Christophe, vous avez dit, nous étions, il y a 40 ans. C'est ça. Et vous étions 30 000, et vous êtes aujourd'hui 600. 600 confituriers, c'est ça. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour de passer en 30 ans, c'est rien, 40 ans, de 40 000 à 600? Alors, en fait, si vous voulez, le métier a subi une évolution importante, c'est-à-dire qu'à l'apparition du sucre de betterave, tout le monde, et dans toutes les maisons, dans toutes les familles, on s'est mis à faire de la confiture. Et au fil du temps, en fait, ces savoir-faire ont été transférés dans d'autres corps de métier, les pâtissiers, les chocolatiers, les cuisiniers, etc. Et du coup, on a estimé, à partir de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons économiques, on a enlevé tous les confituriers qui restaient, qui travaillaient dans les palaces. Et aujourd'hui, en fait, on a transféré une partie de ce savoir. Ouais. Et on pense aujourd'hui que ce métier n'est plus utile. Ça, c'est très intéressant. Vous avez aussi parlé des sauciers qui ont disparu. Enfin, pas complètement, mais ils sont en train de subir, en fait, ce même dégraissement et dans d'autres corps de métier. Et alors vous aussi, ça aussi, moi j'appelle ça de l'innovation, c'est que vous dites, on ne fera pas du table rase du passé, justement. Il y a cet art, c'est un véritable art, et on sait bien ce que ça donne du point de vue du goût, etc. Et vous, alors, vous exercez comment votre métier aujourd'hui ? Alors, en fait, si vous voulez, moi, je travaille avec des méthodes complètement ancestrales, avec des chaudrons en cuivre, avec des fruits frais, des fruits de saison, je mets pas de gélifiant. Et le problème, en fait, de la confiture, c'est son taux de sucre. Donc ça, c'est un véritable problème. Et donc, j'ai commencé à réfléchir depuis 3 ans sur comment on pouvait réduire ces sucres jusqu'à les supprimer complètement. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire des produits confiturés, que ce soit des sirops ou autres, sans sucre ajouté. Pratiquement. Sans sucre ajouté, avec que les sucres contenus dans les végétaux, dans les fruits. Bien sûr. Parce que le sucre, on sait très bien, oui, les avantages de goût, mais les inconvénients, on les connaît. Mais par contre, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est que si vous consommez une confiture, combien même elle soit sans sucre ajouté, il faut qu'elle soit goûteuse, il faut qu'elle soit bonne, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, ce reste ce qu'on a dans la bouche, quand exactement, même, dans le palais. Tout à fait. C'est évident. Et aujourd'hui, vous pensez que justement, est-ce qu'il y a une possibilité, parce que moi ça me paraît extrêmement important, pas seulement dans ce que vous faites, mais partout, de reprendre et de réactiver, dans le bon sens du terme, les arts du passé, évidemment toujours avec le goût, pour en faire quelque chose de très 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 fort aujourd'hui et attirant, à l'heure effectivement de la rentabilité et de la McDonaldisation. Est-ce que vous avez un avenir ? Oui, il y a un avenir. Vous savez, aujourd'hui, les gens, on voit bien la consommation, tant sur le tout végétal, en tout cas le plus végétal possible, et puis vous avez aussi toute une génération qui a envie de reprendre un petit peu ses savoirs et reprendre un peu leur gastronomie. Je dis souvent aux jeunes que notre bouche n'est pas une poubelle et qu'il faut faire attention à ce que l'on consomme. C'est clair. Et donc, il y a de l'avenir dans la formation. Il faut juste reprendre nos métiers, la base de nos métiers. L'avantage qu'on a aujourd'hui dans les métiers de bouche, c'est qu'on a une science qui a énormément évolué. Vous savez, il y a quelques années, on cuisait comme on pouvait. Aujourd'hui, on va cuire au degré près. Dans 30 ans, on va cuire au deuxième de degré près. Ah ouais. C'est la sophistication et puis c'est bien. La science peut apporter ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des connaissances qui nous permettent de régler un certain nombre de problèmes. Mais c'est pas ça. Je veux dire, moi, vive l'âge des cavernes plus la technologie. C'est ça. Pas de raison d'être là, n'est pas... Et alors, Jean-Michel de Germain, vous, on a fait un référendum IFOP sur la population des poissons. Ils sont assez contents des lombrics.
On a eu 70% sont d'accord, 10% ne se prononcent pas. Mais pour vous, l'idée, c'est de généraliser, c'est d'en faire quelque chose qui soit adopté un peu partout. Et quelle est votre cible principale, enfin aujourd'hui, où voulez-vous développer? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vrais besoins, des vrais enjeux à résoudre. On parlait des problématiques d'eau, on parlait des problématiques de déchets, on parlait des problématiques aussi d'avoir des produits locaux et sains, effectivement, qui sont d'actualité. On pourrait quasiment la planter partout. Ma cible à moi, dans un premier temps, c'est des villes moyennes qui sont sur un territoire justement où les réseaux fonctionnent bien et où on peut installer effectivement des dispositifs où en plus on couple avec le social, parce qu'on est aussi entreprise d'insertion. Bien sûr, et c'est très important, effectivement. Ne pas oublier les gens qui vont travailler. Laurent Benveniste, effectivement, donc CID, voilà, on a eu rapidement, et j'espère qu'on reprendra tout cela beaucoup plus élaboré, mais ce qu'on a voulu vous donner, c'est vraiment ces personnes qui font, qui ont envie de faire, qui découvrent, qui tâtonnent, mais qui trouvent, et puis pour notre plus grand bonheur. Et puis on parle beaucoup de planète, etc., mais au lieu de vociférer, faites des choses pratiques. Et comment alors on peut les faire? Comment on peut joindre cette coordination que vous appelez de vos voeux, Laurent Benveniste? Justement, ce qu'on peut mettre en avant à travers toutes ces présentations, c'est que l'avenir peut se décrypter en partie en projets, en différents projets d'entreprise. Je peux en citer certains parmi ceux qui sont aujourd'hui accompagnés par le réseau, par CID. Il y a aujourd'hui une entreprise qui s'appelle OSLAB qui est en train de révolutionner la mobilité des handicapés. On va en parler prochainement. Il y en a une autre qui a travaillé à miniaturiser donc l'accès à l'imagerie cérébrale, ce qui est un enjeu de santé publique majeur et donc générant par ailleurs des coûts importants. Il y a un deuxième projet de santé dont on ne peut pas encore vraiment vous parler, qui est porté par une femme notamment, qui est absolument magnifique, qui a un potentiel considérable. Il y a une entreprise qui s'appelle ActiveUp, dont le but est localement justement mettre face à face ceux qui portent des innovations et les entreprises installées afin de créer un bain local d'innovation. Et donc il y a des tas de choses qui se passent. Alors pour répondre à votre question, oui, comment, parce que on peut juste, tous, Laurent, il y a des gens qui vont être très intéressés, qui ont peut-être eux-mêmes quelque chose à apporter ou qui veulent suivre cela. Moi, je dirais que la première chose, c'est de s'intéresser au projet, c'est-à-dire de s'y intéresser, de rentrer en relation avec le projet, de suivre son évolution. La deuxième chose, c'est bien sûr d'apporter des compétences, voire se saisir des produits. La plupart des entreprises ont des choses qui sont intéressantes, ne serait-ce que pour soi-même. Et par ailleurs, c'est d'investir dans ce projet. S'investir, ça peut être aussi bien en termes de compétences qu'en termes financiers. Ce qui est clair, c'est que ces projets, au moment où on les traite, ont une valorisation, comme on dit, c'est-à-dire une capacité du coup d'investir dans de bonnes conditions, et ils peuvent aller relativement haut. Alors pratiquement, comment on fait? Quelqu'un qui nous écoute maintenant, qui veut effectivement s'associer, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai dit pratiquement, d'abord il y a localement. Par exemple, je donne deux exemples, c'est le président de la communauté de communes de Chabris et la présidente de la communauté de communes en Mayenne du Mont des Avaloirs, qui sont des personnes remarquables, c'est-à-dire qui ont un travail, qui sont maires, et qui accueillent des entrepreneurs dans le but de créer les conditions de leur accueil dans le territoire. Et c'est le point essentiel pour pouvoir faire de sorte que localement les choses se passent. Mais pratiquement, est-ce qu'il y a un site, il y a une adresse, je propose à tous qui sont intéressés de manière ou d'une autre par entrer en relation avec les porteurs de projets, entrer en relation avec nous pour nous aider à développer le dispositif. L'adresse est le site, donc sidnetwork.eu. SID, c'est ça. SID Network, c'est SIDNETWORK.eu. Et voilà, vous pouvez effectivement, à partir de ce site, il y a une fiche contact pour communiquer avec nous. Voilà, le CID, et puis suivre, et nous les suivrons effectivement, toutes les personnes que nous avons vues, l'eau, la confiture, tout cela. Et je vais vous dire, si on ne fait pas ça, encore une fois, regardez les étoiles avant de vous plonger dans la boue, ça fait du bien.